Vous écoutez l'épisode 65 du podcast La boîte à outils des parents. Comment protéger les enfants ? Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Ça fait longtemps que je me demande comment mieux protéger les enfants. Mes enfants d'abord, mais aussi ceux que je peux croiser dans des situations, des événements auxquels participent mes enfants. Je sais que je n'ai pas les bons réflexes, j'ai donc voulu demander à une experte en la matière. Je vous présente Virginie. Virginie est médecin et l'une de ses missions est la protection de l'enfance. Bonjour. Bonjour Virginie, ravie de t'avoir sur la boîte à outils des parents. Alors concrètement, si j'ai connaissance d'une situation dans laquelle un enfant est en danger, ou potentiellement en danger, qu'est-ce que je fais ? Alors, en tant que personne non professionnelle de la petite enfance ou de l'enfance, la chose la plus simple à faire est de contacter le 119. Donc c'est un numéro national qui va écouter les préoccupations que vous avez et qui va pouvoir ensuite trier et les renvoyer vers la CRIP, qui est donc la cellule de recueil des informations préoccupantes, qui est une cellule qui existe dans tous les départements. Est-ce que c'est anonyme comme démarche ? Alors, ça peut être anonyme. En fait, c'est la personne qui fait l'information préoccupante qui demande à être anonyme si elle ne souhaite pas qu'on sache d'où provient cette information préoccupante. D'accord. Et alors ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour moi ? Alors, pour la personne qui donc passe par le 119 et qui n'est pas professionnelle, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre information préoccupante, vous n'aurez pas de retour. D'accord. Vous avez juste transmis un risque de danger ou un danger, et donc ensuite au professionnel de faire ce qu'il y a à faire pour l'enfant. D'accord. Et du coup, pour l'enfant, qu'est-ce qui se passe ? Donc d'abord, l'information va donc transiter par la cellule de recueil des informations préoccupantes. Donc ça, c'est la demande de la loi, en fait, qui établit que chaque département doit mettre à disposition cette cellule de recueil des informations préoccupantes, dans laquelle des professionnels donc recueillent l'information, la lisent et décident ensuite de la transmettre soit vers des professionnels sociaux pour évaluer. Donc ça peut être des assistantes sociales, des puéricultrices, des éducateurs, des psychologues. En tout cas, la loi demande que l'évaluation soit pluridisciplinaire pour qu'il y ait des regards différents. Et si l'information transmise est très grave, ils peuvent décider de transmettre directement au procureur, donc aux autorités judiciaires. Qu'est-ce que ça veut dire très grave ? Alors, ce qui va être considéré très grave par la CRIP, donc la cellule recueil des informations préoccupantes, ça va être plutôt tout ce qui va être violence physique, mais des violences quand même importantes, ou les violences sexuelles. D'accord. L'évaluation, du coup, elle se fait comment ? L'évaluation de l'information préoccupante ? Alors, si la CRIP envoie aux professionnels sociaux pour évaluer, ils ont 3 mois pour rencontrer les parents dans différents contextes, sur un lieu professionnel pour les professionnels sociaux, à domicile pour évaluer les conditions de vie à domicile, etc. Il y a 3 mois pour évaluer. Au bout des 3 mois, les professionnels vont faire un rapport avec des préconisations. Et ces préconisations sont du coup reprises par la CRIP qui décide de les suivre ou pas. Donc ça peut être un classement sans suite si finalement il s'avère qu'il n'y a pas de danger particulier pour l'enfant. Ça peut être s'il y a quand même des difficultés dans la famille et que la famille s'en rend compte et est coopérante. On peut faire des propositions d'aide éducative ou de travailleuse familiale ou d'un suivi médico-social ou une orientation vers une psychologue, enfin toutes sortes d'aides en fait, à partir du moment où les parents adhèrent. Ça reste ce qu'on appelle dans un cadre administratif, donc un partenariat en fait avec les parents. Par contre, s'il y a des difficultés avérées et que les parents sont soit dans le déni, soit pas conscients, soit pas coopérants, ou soit qu'on n'a pas pu évaluer parce qu'ils sont pas venus au rendez-vous ou n'ont pas ouvert la porte, etc. Là, on peut transmettre aux autorités judiciaires. Et qu'est-ce qu'elles font, ces autorités judiciaires ?
Selon les cas, ça peut être une aide éducative également, mais du coup, ce qu'on appelle une aide éducative contrainte, on va dire, puisque là, ils n'ont pas le choix, c'est imposé par le juge. Soit ils peuvent demander une prolongation de l'évaluation, d'approfondir cette évaluation. Ils peuvent demander une expertise psy, par exemple. Ou alors, dans les cas les plus graves pour l'enfant, ça peut aboutir à un placement. Et ça, c'est vraiment quand il y a des éléments de dangerosité importante pour l'enfant. D'accord. Et le délai de 3 mois peut être réduit selon la situation d'urgence. Oui. Soit parce que c'est effectivement très grave et on ne va pas attendre 3 mois pour mettre l'enfant à l'abri. D'accord. Soit, au contraire, on se rend rapidement compte, par exemple, que ça peut être une information préoccupante, je sais pas, une délation de voisinage, par exemple, et que les faits sont pas avérés, que c'était juste un conflit de voisinage et qu'ils se sont servis de ça pour embêter leurs voisins. Ça peut aussi très vite se terminer. En fin de compte, s'il y a pas du tout de danger, pas du tout de difficultés éducatives. Bon, parfois le hasard fait que effectivement la famille rencontre des difficultés, donc on en profite pour leur proposer quand même de l'aide. Mais s'il y a rien, il y a rien. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui doit nous alerter ? Alors là, c'est vaste. En fait, si c'est pour une personne non professionnelle, je pense que c'est pas quand même tous les jours que ça va arriver. J'ai envie de dire, si vous voyez un enfant se faire taper, mais vraiment fort, par exemple, qui se prend une série de claques et de fessées devant vous et que vous pouvez l'identifier ou que vous savez à peu près où il habite, et que vous êtes inquiet parce que vous trouvez que, je sais pas, les parents ils sont allés un peu fort. On rappelle quand même que la loi est passée, interdiction de la fessée en France. Donc bon, là on peut peut-être se dire, je vais peut-être faire le 119 parce que quand même, pauvre enfant, voilà. Mais bon, c'est pas quelque chose qu'on croise à tous les coins de rue. Et puis si c'est une fois une fessée, que vous connaissez pas la famille, que voilà, c'était peut-être très ponctuel et que ça arrive jamais et que vous êtes tombé sur la seule fois où ça leur est arrivé, bon, voilà, c'est compliqué à évaluer. Par contre, si vous voyez cet enfant se prendre une rouste à chaque fois que vous le voyez au parc, 3 fois par semaine, là, ça peut être... Ouais. Là, on se met en alerte. Ouais. Et il faut une identité quand même de l'enfant concerné. Il faut que la CRIP puisse retrouver, en tout cas, l'enfant, donc soit un lieu d'habitation, soit l'identité, oui. D'accord. Ok. D'autres cas qui doivent nous alerter et pour lesquels on peut contacter le 119 ? Parfois, peut-être au sein des familles, si vous avez une notion, soit un enfant qui vient se confier, ou soit vous avez connaissance de violences conjugales ou intrafamiliales importantes et que les gens ils n'arrivent pas à se dépatouiller de ça et que vous voyez que ça a forcément des répercussions sur l'enfant et que vous êtes inquiet, vous pouvez faire une information préoccupante. D'accord. Et ce qui est important de retenir, c'est que c'est pas moi qui trie. Moi, je fais l'information préoccupante, et ensuite il y a des professionnels qui évaluent la situation. Voilà, il y a le 119 qui fait un premier tri, qui envoie à la CRIP. La CRIP, donc la cellule de recueil des informations préoccupantes, fait son tri aussi à elle, à savoir est-ce qu'elle classe comme information préoccupante ou pas, et à qui elle transmet, aux professionnels sociaux ou à la justice. D'accord. Et pourquoi, la question est peut-être un peu évidente, mais pourquoi faut-il faire ces signalements, ces informations auprès du 119 ? Alors, c'est important de faire une information préoccupante quand on a des inquiétudes pour un enfant, pour que cet enfant puisse être serein, qu'il puisse grandir dans des conditions sereines, qu'il se construise avec une image un peu normale en fait. On imagine bien que si chez lui tous les jours les parents se disputent fortement, que ce soit verbalement ou voire physiquement, ça aura des répercussions sur la construction de l'enfant. Il pourrait intégrer ça comme une chose normale, alors que ça ne l'est pas. D'accord. Et devenir un adulte du coup, à risque de peut-être reproduire les mêmes schémas en pensant que c'est normal. Voilà. Et en sachant pas comment faire autrement aussi. Et en n'ayant pas appris à faire autrement. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, Virginie. Je retiens 3 choses essentielles, je pense.
La première, c'est que l'enfant n'est pas forcément placé à chaque signalement et qu'au contraire, c'est vraiment le dernier recours. Donc, c'est pas parce qu'on fait un signalement que tout de suite, l'enfant va être placé. Et d'ailleurs, on n'appelle pas ça signalement, on appelle ça information préoccupante. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il vaut mieux informer pour rien que ne pas signaler du tout une situation qui nous préoccupe, parce qu'il y a un tri qui est fait par des professionnels. Et aussi possibilité de dialoguer d'ailleurs avec le 119. Et de dialoguer avec le 119, ouais. Ça peut être anonyme aussi, ces informations-là. Oui. Et la dernière chose, c'est que l'enfant avant tout, informer, c'est le protéger maintenant et pour l'avenir. Voilà. Merci beaucoup Virginie d'être intervenue sur le podcast La boîte à outils des parents. Et merci de m'avoir invitée. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils, baodesparents.com. Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes et pour télécharger mon guide gratuit des 5 règles pour arrêter de crier sur ses enfants. Je vous offre également la liste des émotions que j'ai élaborées pour développer votre vocabulaire émotionnel. C'est la première étape pour pouvoir ensuite mieux accueillir vos émotions et celles de vos proches, à commencer par celles de vos enfants. Sachez que vous pouvez également me suivre sur Instagram sous le nom BAO des parents et sur Facebook sur la page La boîte à outils des parents. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui va permettre à la boîte à outils des parents de remonter dans l'algorithme de recherche. C'est donc le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de retrouver ce podcast plus facilement. Enfin, et après j'arrête, sachez que si vous voulez vivre dès maintenant la vie à laquelle vous aspirez, je propose un accompagnement personnalisé, peu importe votre besoin, que ce soit dans votre vie familiale, professionnelle, personnelle ou même sentimentale. Je vous offre un rendez-vous découverte de 30 minutes qui est gratuit et sans engagement. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet baodesparents.com. À mardi prochain!